Nouvelle semaine d'informations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. À la une de ce lundi, la capitale a été le théâtre d'un week-end sanglant marqué par plusieurs assauts de gangs armés sur des commissariats. La terreur s'est poursuivie avec des attaques des bandits contre les deux plus grandes prisons du pays. Ce lundi, les activités restent paralysées à Port-au-Prince. Suite à cette vague de violence, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans l'ouest du pays pour une période initiale de 72 heures renouvelable, de 20h à 5h du matin de la nuit de dimanche à lundi et entre 18h et 5h pour les 3 prochains jours. Et puis l'administration américaine exprime ses préoccupations concernant l'escalade de violence dans le pays. La Maison-Blanche en appelle aux parties prenantes de la crise à faire des concessions pour sortir Haïti de l'impasse. Doroche, bonsoir à tous. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme on le disait, la capitale a connu un week-end sanglant. La terreur a continué avec des attaques de bandits contre les deux plus grandes prisons du pays. Samedi, une coalition de gangs de la zone métropolitaine de Port-au-Prince a organisé une attaque permettant à plusieurs milliers de détenus, la plupart étant des criminels dangereux, de s'évader. Malgré cela, environ une centaine de prisonniers au pénitencier national n'ont pas saisi cette opportunité, notamment des Colombiens accusés d'implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. La prison civile de la Croix-des-Bouquets a également été attaquée par des bandits armés dans la nuit du samedi 2 mars 2024. En conséquence, les policiers et les agents de sécurité ont fui et les prisonniers se sont évadés. En plus de l'évasion, le sous-commissariat a été incendié et d'autres entreprises ont été vandalisées. Il est important de noter que plus d'une dizaine des évadés ont été tués et plusieurs autres blessés au cours de ces événements. Reportage Rodolphe Pierre-Louis. Dans la nuit du 2 au 3 mars 2024, deux événements majeurs viennent grossir les rangs des groupes armés et augmentent l'insécurité. L'une des plus grandes prisons du pays a subi les conséquences d'une attaque armée de la part des chefs de gang qui n'ont pas lésiné sur les moyens en vue de faire évader leurs proches. Pour le moment, il ne reste que 99 prisonniers sur place selon un des responsables. Ce sont surtout ceux qui sont des malades, des handicapés et parmi eux des Colombiens. Dans les environs de la prison, des citoyens qui ont été des spectateurs de cette scène d'évasion au pénitencier national ne cachent pas leur frustration. Plusieurs corps sans vie sont visibles sur la chaussée et bon nombre de blessés en quête de soins que nécessite leur cas se retrouvent à l'hôpital général qui, pour sa part, n'est pas en mesure de donner des services. Qui plus est, la situation est toujours tendue au centre-ville. Des rafales d'armes automatiques sont entendues à longueur de journée et des débordements peuvent surgir à tout moment. Quelques citoyens curieux sont remarqués dans divers coins et recoins de la capitale, notamment dans les différentes rues, et certains commentent ce nouveau fait d'actualité. Dans l'intervalle, le pénitencier national n'est pas le seul qui soit dans le collimateur des groupes armés. Selon un tweet de l'homme de loi Arnel Rémy, 6 policiers sur 10 ont abandonné leur poste au commissariat de Delma 33 et jusqu'ici, les causes restent inconnues. Du côté de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, une autre évasion a eu lieu. Qui pisait, de nombreux chefs de gang qui étaient placés sous les verrous ont déjà retrouvé leur père. Un point qui attire l'attention, ce sont les corps trouvés dans plusieurs endroits du centre-ville, à part ceux qui sont à l'intérieur de la prison. Des corps calcinés qui servent de nourriture aux chiens sont visibles sur la chaussée, notamment à Nazon, plus précisément au carrefour Samida. Pour l'heure, c'est un centre-ville qui est dominé par les détonations des gangs armés. Plusieurs endroits sont barricadés, la circulation est paralysée, les agents de la PNH sont de moins en moins constatés dans les rues. Cette situation n'est pas sans conséquence sur les autres zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le champ de Mars est pratiquement vide, difficile de circuler à Turgeau puisque les routes sont inaccessibles, quelques tap-taps sont remarqués à la Lue et dans d'autres endroits. À Delma, un calme apparent attire l'attention bien que certaines zones comme l'entrée de Delma 40B soient déjà barricadées. Aucun mouvement de rue n'est constaté, les entreprises gardent leurs portes fermées et une circulation timide est remarquée. Toutefois, des rafales d'armes automatiques résonnent dans plusieurs endroits. Pour l'heure, du côté des autorités policières, rien n'est encore sorti.
Difficile de joindre qui que ce soit au téléphone pour exposer leur version des faits. C'est aussi le même constat au niveau du gouvernement, aucune communication officielle. Rappelons que jusqu'ici, le Premier ministre Ariel Henry n'est pas encore de retour au pays. La capitale est totalement paralysée ce lundi avec la fermeture des succursales de banques, des grands commerces et des écoles. Peu de stations-service fournissent des produits pétroliers, ce qui entraîne de longues files d'attente. La population reste vigilante et dans plusieurs zones, les habitants érigent des barricades en prévision d'éventuelles attaques de gangs. Nous recevons sur ce plateau Rodolphe Pierre-Louis qui a sillonné les rues de la capitale. Bonsoir Rodolphe Pierre-Louis. Bonsoir Rose, bonsoir à toutes et à tous. Alors nous venons de suivre un reportage qui a fait un retour sur ce week-end de tension à Port-au-Prince. Mais ce lundi 4 mars, vous étiez dans les rues, Rodolphe Pierre-Louis. Quel a été le premier constat ? Eh bien, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une capitale qui s'est réveillée avec la peur au ventre, que ce soit au niveau du centre-ville, au niveau de Delma, au niveau de Pétionville, c'est le même constat. D'abord, en ce qui concerne les entreprises, eh bien, bon nombre d'entreprises gardent leurs portes fermées. Du côté des institutions bancaires, c'est la fermeture totale. En ce qui concerne la circulation, on a enregistré une circulation tout à fait timide, pour ne pas dire un catimini au niveau du centre-ville. Sur la route de l'Alu, il y a quelques tap-tap, le même constat sur la route de Frères, mais la route de l'aéroport est totalement déserte parce qu'on a pu aujourd'hui se rendre au niveau de l'aéroport international. Il y avait un dispositif important de sécurité qui a été mis en place. On a pu faire quelques images, mais malheureusement, personne ne peut s'y introduire parce que selon des agents qui étaient sur place, eh bien, l'aéroport est fermé, il n'y a pas d'activité. Et on a également sillonné quelques rues au niveau du Champ de Mars. Il y a quelques marchands ambulants qui sont remarqués. Mais d'après les constats, il faut dire qu'aujourd'hui, les activités sont quasiment au point mort. Que ce soit les écoles, les institutions publiques, rien ne fonctionne, bien que, il faut souligner, il y a une note qui émane du gouvernement faisant état de 3 jours de couvre-feu qui ont été déclarés à l'exception de l'administration publique, du commerce et quelques institutions, bon pas quelques, mais les institutions scolaires. Eh bien, selon les constats, l'administration publique n'a pas fonctionné, le grand commerce a baissé ses rideaux et au niveau des institutions scolaires, des établissements scolaires, rien ne fonctionne. Vous nous aviez dit que la circulation, elle était fluide aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a aussi des zones où des barricades ont été érigées? On a fait ce constat au niveau de Delma 40B, au niveau de Delma 40A. Pour le centre-ville, c'est dans divers endroits, c'est barricade totale. Pourquoi? Quand on a essayé de s'approcher des citoyens, des riverains de la zone pour savoir pourquoi, eh bien, ils sont en train de dresser des barricades. Certains ont fait savoir que c'est parce que pénitencier national, prison, lit totalement désertique, prisonniers yo même yo lagué et yo éparpillé dans la capitale là, yo personne monde pas connaît exactement qui côté yo qui genre de monde qui recevoir yon monde qui était dans prison la Kaili. Et si un prisonnier était fait 5, 10 ans, 15 ans dans prison, le lagué pour yo même selon témoignage yo la pi cruel dans façon la pas agir par rapport à groupe armé. Donc c'est raison qui fait que en pile monde a monté barricade dans zone yon moun que yo pas connaît dans zone là, y a posé aux questions. Donc ça vient rendre que du côté de la population, moun yo même yo un peu inquiet par rapport à prison qui écrasé. Donc en pile zone montée barricade et y a côté yo dit à partir de 6 h du soir, c'est fermeture totale, yon moun ou dehors net et yon moun qui pas gain pièce sous pour identifier ou capable connaît yon moment qui très très loin d'être amical. Merci infiniment, Rodolphe Pierre-Louis. Merci. C'est un plaisir. Voilà, c'est avec notre collaborateur, Rodolphe Pierre-Louis. Avec lui, nous avions fait le tour de cette journée du lundi 4 mars 2024. Toujours ce lundi, plusieurs villes du pays ont également été sous tension. Au Cap-Haïtien, l'appel de Jean-Charles Moïse incite à la violence. À Carrefour, des affrontements entre bandits et forces de l'ordre ont causé des morts et des blessés. Au Gonaïve, toutes les activités sont paralysées et notre collaborateur Marvin Spierre est avec nous pour faire le tour des villes de province.
Marvin Pierre, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Rosberline, bonsoir à tous. Il faut dire que dans le pays, une alliance de gangs défie ouvertement le gouvernement en place. Exactement, cette alliance de gangs a mené pas mal d'attaques la semaine dernière, des assauts contre des sous-commissariats, des commissariats. Et l'acte qui a marqué le week-end, c'est la prise du pénitencier national où plusieurs milliers de prisonniers se sont évadés. Il faut dire que la capitale haïtienne n'est pas la seule qui est sous tension. Dans les villes de province, c'est le même constat. Au Cap haïtien, un appel du leader de Petite Dessalines, Moïse Jonchor, a plongé la ville tout carrément dans un climat de panique. Exactement. Un vent de panique a régné dans la deuxième ville du pays où les partisans de Jean-Charles Moïse ont érigé des barricades de pneus enflammés. Bon, ils disaient qu'ils voulaient empêcher l'arrivée ou encore le retour d'Ariel Henry. Mais il faut revenir sur les déclarations de Jean-Charles Moïse. Jean-Charles Moïse qui a appelé ses partisans à prendre les armes afin de combattre le gouvernement actuel. Donc Jean-Charles Moïse qui ne lésine pas sur les moyens. Il demande à ses partisans de faire de même, de s'armer, de prendre des armes blanches ou encore d'avoir des armes automatiques afin de combattre Ariel Henry. Même constat dans la commune de Carrefour. Exactement. Ce lundi, on peut dire que la commune était sous tension. Des affrontements entre bandes armées et les forces de l'ordre. On a même parlé de victimes, de pertes en vies humaines. On a parlé de beaucoup de blessés. On n'a pas les chiffres pour le moment. Mais on peut dire que Carrefour a connu une journée de terreur selon les témoignages. Et au Gonaïve, la paralysie était totale également, tout comme la capitale haïtienne. Exactement. On peut dire que c'est moins macabre que certaines zones ou encore certaines communes de l'Ouest, mais au Gonaïve, on a remarqué il y avait une paralysie totale des activités. Les banques commerciales n'ont pas fonctionné. On peut dire également les écoles n'ont pas fonctionné. Le grand marché, on parle du marché communal. Si le marché ne fonctionne pas, on peut dire que rien ne marche dans la ville. Donc, c'est cette situation qu'on peut décrire au niveau de la ville des Gonaïves où les gens, ou encore une partie de la population, ou des membres qui sont proches de Guy Philippe, notamment, réclament le départ du pouvoir en place. Pendant ce temps, la capitale haïtienne reste assiégée par les bandits armés qui continuent de freiner, qui continuent de semer plutôt la panique un peu partout. Exactement, c'est la terreur, c'est une ville assiégée. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir, par voie terrestre bien sûr. Et on peut même ajouter par voie aérienne, car dernièrement un incident a poussé, a suscité des compagnies aériennes, la suspension des vols par des compagnies aériennes. Donc on est assiégé et quand même cette situation, on doit suivre cette situation de près car personne n'est épargné avec plus de 4000 détenus en liberté. Il y en a qui sont de criminels avérés. Donc ces jours, ou encore les jours qui viennent, s'annoncent plutôt difficiles, notamment pour les personnes qui vivent dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc la prudence est de mise. Merci. Évidemment, Rosberline, merci. Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé dans un communiqué publié le 3 mars la déclaration de l'état d'urgence dans l'ouest du pays pour une période initiale de 72 heures renouvelable. Pour reprendre le contrôle de la capitale, l'exécutif a également décrété un couvre-feu sur tout ce territoire de 20h à 5h du matin, heure locale, dans la nuit de dimanche à lundi, et entre 18h et 5h pour les 3 prochains jours. Face à cette situation incontrôlable et chaotique, plusieurs représentations diplomatiques à Port-au-Prince ont annoncé l'arrêt de leur service de visa et demandé à leurs ressortissants de se mettre à l'abri ou de contacter leur ambassade respective en cas d'urgence, alors que plusieurs compagnies américaines ont suspendu leur vol suite à l'incident survenu la semaine dernière à l'aéroport international Toussaint Louverture et l'aérogare Guy Malary. Nos voisins dominicains prennent déjà des dispositions. La frontière terrestre Ouanaminthe-Darbonne est restée fermée ce lundi, selon le journal dominicain Listín Diario. Et puis pour une analyse de la situation, l'ancien membre des Forces armées d'Haïti, Ashley Larac, est notre invité. Monsieur Ashley Larac, bonsoir et merci infiniment de votre présence ce soir. Bonsoir, merci de m'avoir invité, Rose, et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News. Alors depuis ce week-end, des tensions se multiplient un peu partout dans la capitale. Quelle est votre compréhension
en tant qu'ancien militaire de cette situation qui sévit dans la capitale haïtienne, M. Larocque? D'abord, je suis sur ce plateau avec énormément de frustration. Parce que sur ce même plateau, nous avons, en tant qu'association militaire, fait plusieurs propositions, tant à l'État qu'à la société civile. Et nous constatons avec amertume aujourd'hui que tout ce que nous avions prévu, c'est arrivé aujourd'hui. Cette semaine, c'est le cumul d'une indifférence et d'une inconscience collective. Ce n'est pas seulement de la faute du gouvernement, mais de toute la société. Et bon, je ne suis pas surpris et je ne pense pas que les membres de l'association militaire soient surpris des nouveaux déroulements. Et ces jours-ci, tout le monde est mis à risque et ça me fait beaucoup de peine que l'armée est appelée en renfort comme s'il s'agissait du corps des pompiers. On peut difficilement résoudre un problème quand le feu a déjà pris cette extension, mais on peut, bon, c'est notre devoir d'essayer, mais c'est difficile. Vous aviez dit qu'on a fait appel à l'armée, vous parlez du gouvernement qui a fait appel à l'armée pour aider à résoudre ce problème, et notamment en réaction à tout ce qui se passe. Le gouvernement a décrété hier un état d'urgence, mais ne croyez-vous pas qu'à ce stade, un état de siège serait mieux? Vous savez, les gens du gouvernement ne semblent pas être très informés de ce qu'ils devraient faire. Ils se réfèrent souvent à l'international, de mon point de vue, pour savoir quelles décisions prendre, quel genre de décret prendre et quelles sont les influences. J'ai noté une absence totale de réflexion autour de ce gouvernement. Vous voyez que la première chose, c'est que le directeur général de la police nationale n'a pipé mot. Il est silencieux. Le premier ministre Ariel Henry n'a pas encore parlé, ni avant son départ, ni à son éventuel retour. Là. Il n'a fait aucun communiqué. Et certaines rumeurs disent qu'il serait sur place. Dans ce cas, pourquoi est-ce que ce soit un ministre AI qui décrète l'état d'urgence? Bon. Et ça, c'est un questionnement auquel je ne peux pas personnellement répondre. Je m'en étonne comme vous et je déplore le fait qu'ils ne savent pas quelles décisions prendre quand il faut les prendre. Donc, selon vous, la meilleure solution dans ce moment pour essayer de freiner, on va dire, cette situation, quelle serait cette solution? Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs qui doivent être prises en même temps. Il faut définitivement une coalition entre l'armée et la police et les unités saines et bien entraînées de la police. Et c'est possible aujourd'hui? Je crois que ça devrait l'être. Et il faut qu'on les mette sous un commandement unifié pour des opérations et des missions précises. Il n'y a rien là à ne pas pouvoir régler si les unités sont bien entraînées, s'ils sont sous un commandement ayant la stratégie qu'il faut pour pouvoir résoudre le problème. Vous croyez que c'est un manque de volonté de la part du gouvernement? Puis si les solutions sont là, vous les dites assez souvent, pourquoi arriver à ce stade aujourd'hui, à ce chaos aujourd'hui? Je suis bien obligé de conclure à un fait exprès ou un manque de volonté de résoudre le problème. Je suis bien obligé de croire qu'il s'agit d'une mission de ce gouvernement de nous amener jusque-là. Parce qu'ils ont eu trop de propositions, de l'association militaire particulièrement, mais d'autres secteurs aussi, qui pouvaient les aider à résorber le problème, du moins à le freiner. Ils n'ont jamais rien fait de toutes ces propositions-là. Donc, on ne peut avoir que cette conclusion-là, étant donné que le Premier ministre lui-même est devenu muet, il ne donne aucune explication. Le directeur de la police n'a rien expliqué à la débâcle de la police. Donc, nous sommes dans l'obligation de conclure que de part et d'autre, il s'agit de l'accomplissement d'une mission qui aurait dû nous amener à ce stade. Et retournons un peu sur l'armée. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, l'armée est capable, est en mesure de rétablir l'ordre dans ce pays? Vous savez, la différence qui existe entre la police et l'armée est très simple. Le policier, bien que de par la loi, il soit seul responsable de son acte, s'il pose un acte, ce n'est pas son commandement qui en est responsable,
Mais le militaire, lui, qui au fait n'a aucune responsabilité de l'acte qu'il pose, toute la responsabilité revient au commandement qui lui a donné l'ordre de poser l'acte. Mais le militaire est formé surtout. Alors la différence, c'est que le militaire est formé pour accomplir une mission avec les moyens qu'il a. Il y a l'ordre, la mission et le résultat. Donc aujourd'hui, c'est l'ordre qu'il n'y a pas? Aujourd'hui, je crois que l'état-major des forces armées d'Haïti, ou sinon le ministère de la Défense lui-même, je ne suis pas aisé à vous dire lequel d'entre eux, puisque je ne sais pas, aura donné l'ordre d'intervenir sur certains axes. Et certains amis m'ont fait état de la présence de militaires aux abords de l'aéroport Toussaint-Louverture. Ce qui est déjà un premier pas. Nous n'avions jamais vu des militaires se déployer comme ça. Il y a des policiers et des militaires. Donc je suppose que cet espace est sécurisé sur ordre de l'armée. Donc c'est une mission qui leur a été confiée. Mais sécuriser ou repousser des bandits et ne pas maintenir une présence militaire serait une erreur. Quand l'armée intervient quelque part, quel que soit le résultat de sa mission, il prend siège là où il a eu le résultat, pour qu'on ne renouvelle pas des attaques dessus. C'est un comportement que j'espère voir dans les prochaines heures. C'est un comportement que vous espérez voir, donc c'est la présence militaire permanente, on va dire, dans certains axes. Sur les sites. Vous savez, un aéroport ne peut pas être protégé par quelqu'un d'autre que des militaires, par une autre institution que l'armée. La Banque centrale. Et quelle en est la principale raison? Parce que c'est un corps qui a reçu un entraînement lui permettant de prendre le siège et de défendre le périmètre tout autour. C'est une affaire d'entraînement et de formation. Le policier est formé à discuter, à faire le pont entre la loi et la société civile. Donc il doit toujours être en dialogue. Le militaire n'a pas appris à dialoguer. Quand on lui demande de sécuriser un espace, il obéit à des ordres bien déterminés et des principes bien déterminés. Il est entraîné pour ça. C'est pour ça qu'on voit toujours des militaires en fraction à l'étranger, devant les monuments, devant les espaces comme ça. Donc, il serait intéressant que nous pensions à la Banque centrale qui est au bas de la ville. La BRH est au bas de la ville sans aucune protection. Nous avons l'aéroport, nous avons les réserves de pétrole, nous avons les antennes de communication, nous avons le palais national lui-même, même s'il est en construction. Nous avons tellement de sites et tellement de choses à protéger que l'armée aurait dû pouvoir être déployée dans tous ces endroits-là pour assurer la protection. Il n'est pas normal que nous ayons la route de Martissan depuis tantôt 5 ans là maintenant, qui est inaccessible. Il n'y a aucune protection de l'armée. Il n'est pas normal que la route du Nord soit bloquée par des 400 marozos. Alors que l'armée pourrait prendre le contrôle de ces... Si on lui donne les moyens de le faire, les armes nécessaires, l'armée doit le faire, doit pouvoir le faire. Un policier peut choisir de démissionner. Un militaire ne peut pas démissionner. Il signe le contrat, c'est au terme de son contrat que l'armée décide de lui accorder un renouvellement ou pas. Mais en aucun cas, durant son contrat, il ne peut démissionner. Donc les ressources sont disponibles, il faut simplement les utiliser, à bien vous comprendre. Tous les anciens militaires attendent le mot d'ordre du commandant-chef pour un rappel pour venir prêter main forte à l'armée existante. Donc nous avons les ressources disponibles. Les ressources sont là. Merci infiniment, Monsieur Ashley Larac. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci à vous. Voilà, c'est avec nous l'ancien militaire Ashley Larac qui commentait l'actualité et notamment nous parlions de la situation de sécurité dans le pays. Merci de votre fidélité à Télémétropole. L'ancien Premier ministre Evans Paul lance un appel à la population pour sauver l'État haïtien après une semaine d'attaques perpétrées par des bandits. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, il déplore le non-respect systématique de l'autorité de l'État haïtien. En ce qui concerne l'état d'urgence décrété par le gouvernement, Evans Paul est d'avis que déclarer l'état de siège aura été plus approprié que l'état d'urgence. Selon lui, que l'état d'urgence est davantage adapté aux catastrophes publiques et qu'il est peu compatible avec l'imposition d'un couvre-feu. Ces explications.
Ça veut dire c'est état d'urgence et associé couvre-feu là-dedans. Mais il n'est pas conforme à ça qui est dans la législation. Non? Parce que c'est deux régimes différents. État de siège là, sont situations pour faire face à violence, à une violence extrême. Et externe, pardon. Pas oublier que c'est l'État qui a le monopole violence. Automatiquement, il y a l'autre groupe qui n'est pas dans l'État qui a exercé violence, que son invasion d'un pays étranger, ou bien, j'en sais qu'on fait tout du Valier, invasion d'exilés, ou bien, comme c'est la situation des gangs qui ont fait des exactions en dehors de l'État, en dehors de l'armée ou de la police, eh bien, le régime pour appliquer, c'est état de siège. Et c'est dans l'état de siège-là où capable de prendre couvre-feu, qui sont mesures qui, pour contrôler la rue, ça peut passer. Alors, couvre-feu veut dire qu'on l'heure pour sortir, qu'on l'heure pour pas sortir. Qu'on l'heure pour sortir, qu'on l'heure pour pas sortir. Et c'est ça que fait dans le texte-là, il prend précaution pour dire que force de sécurité, la police avec l'armée doit circuler. Mais si on est en fonction, ce n'est pas circuler pour aller 11 ans, mais c'est circuler dans le cadre de travail. Il dit tout le monde qui est dans le service de santé, un docteur, un infirmière, si on a un problème pour aller à l'hôpital ou bien on a un problème, il a besoin d'un docteur, le docteur capable de circuler. Il dit tout journaliste capable de circuler parce qu'il faut que journaliste là et informer la population. Oui. Tout citoyen fait pour toujours identifier. Il faut toujours une pièce d'identité sous ces journalistes ou une pièce d'identité qui dit c'est journaliste ou yé. Ou pas carrément dans la rue comme ça ou dit c'est journaliste. N'importe monde, n'importe bandit qui a dit le journaliste. C'est la crise malheureusement, mais vous sentez que il y a un petit amalgame pour ne pas dire improvisation. Et l'offre fait couvre-feu ou bien on fait état d'urgence, il y a un objectif à chercher. Là, si on fait état d'urgence là, qui est objectif, qui ça le charrier, qui ça dans vote li. Je pense qu'il y a une explication qui manque, il y a une mesure qui est associée au-delà du couvre-feu. Est-ce que par contre, il y a un état d'urgence sécuritaire, par exemple? État d'urgence là, c'est un bagage que le gouvernement prend pour contrôler la situation en un moment déterminé. Un moment, par exemple, là, on dit, si on prend une période du Valier, là, on dit qu'il n'y a aucun débarqué, ou bien une mutinerie, par exemple, il y a une mutinerie garde-côte en 1970 contre le régime de François Duvalier, il y a un paquet de succession d'invasions. Maintenant, pour contrôler la situation, le gouvernement dit qu'il prend un couvre-feu et le plus souvent, le couvre-feu est fait le soir. Mais au 7 février 1986, il était pour un couvre-feu même la journée. Il était pour un couvre-feu justement parce que tu as un pillage qui t'a fait pour être capable de faire force de sécurité, contrôler et pour te secourir les gens qui étaient en danger. Et le régime état d'urgence, la porte cola, il est établi en 2008 parce que il faut faire une différence entre les deux, entre les gens besoin de secours, entre l'État en danger. Parce que l'état de siège, c'est justement fondement de l'État menacé, autorité de l'État menacée. À ce moment-là, il prend des mesures spéciales, de même restriction de la liberté de circulation. Mais je dis, on sait quoi la situation? Photographie, ça a passé dans le pays en 220 ans d'indépendance. Et puis, une bonne bagaille qui fait, qui montre que c'est vrai, nous avons arrivé à créer un pays, mais nous n'avons pas jamais arrivé à établir l'État. Dans le gouvernement entre nous, nous n'avons pas jamais établi l'État. Premier chef de l'État nous a assassiné le moins de 2 ans arrivé sous pouvoir. Après, il a retiré dans l'esclavage. Et depuis ça, c'est bataille pour pouvoir, pas jamais permettre de établir l'État. Le peuple là, lagué pour contre lui depuis quelque temps, et puis chaque monde fait ça et vous voulez. L'État n'a pas joué rôle pour un paquet de raisons. Parce que l'aime dit l'État, ne pas dit forcément Ariel Henry, parce que regardez tout le que tu gagné contre le président Jovenel Moïse. Nous avons le phénomène d'instabilité politique chronique qu'il a depuis longtemps. Et tout ça contribue à la déstabilisation systématique de l'État. Qui fait aujourd'hui, au-delà de la personne d'Ariel Henry, ou mettre changer gouvernement sous gouvernement, qui fait si n'a posé problème sous individu et que nous parlons, gros crise l'État qui a effondré depuis longtemps,
Il y a une succession d'événements, craser prison, c'est bagaille qu'a fait depuis tout le temps. Et chaque l'elle fait, c'est conséquences justement, pagaille qui gagne dans l'État. La Maison-Blanche se dit alarmée par la rapide détérioration de la situation sécuritaire en Haïti, indique que les violences ne font que retarder la transition démocratique tout en détruisant et bouleversant la vie de milliers d'Haïtiens, rapporte le Miami Herald. La Maison-Blanche exhorte tous les acteurs haïtiens à donner la priorité à Haïti. Elle invite les protagonistes à faire les concessions nécessaires visant à favoriser une gouvernance inclusive, des élections et la restauration de la démocratie. Soulignons que la CARICOM a annulé une réunion prévue en Jamaïque les 5 et 6 mars qui visait à aider les responsables politiques à trouver une solution à la crise. Et puis la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes a appelé à un dialogue urgent et approfondi entre la société civile et les acteurs politiques en Haïti pour trouver une issue à l'instabilité, a confirmé ce lundi la déclaration de Kingston. Dans ce texte, le Bloc considère que le processus devrait être dirigé par Port-au-Prince, même s'il bénéficie du soutien d'autres pays et organisations pour amener le gouvernement, les différentes parties et institutions de la société haïtienne à la table des négociations et élaborer une feuille de route pour surmonter la crise actuelle. De même, ils ont appelé à la mise en œuvre rapide et efficace de la résolution 2699 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ont souligné la création des conditions de sécurité nécessaires en vue d'organiser des élections libres et équitables. Nous refermons ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce lundi. La capitale a été le théâtre d'un week-end sanglant marqué par plusieurs assauts de gangs armés sur des commissariats. La terreur s'est poursuivie avec des attaques de bandits contre les plus grandes prisons du pays. Ce lundi, les activités restent paralysées à Port-au-Prince. Suite à cette vague de violence, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans l'ouest du pays pour une période initiale de 72 heures renouvelables, de 20h à 5h du matin, de la nuit de dimanche à lundi, et entre 18h et 5h pour les 3 prochains jours. Et puis l'administration américaine exprime ses préoccupations concernant l'escalade de violence dans le pays. La Maison-Blanche en appelle aux parties prenantes de la crise à faire des concessions pour sortir Haïti de l'impasse. Ainsi s'achève ce journal. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. En ces temps, la prudence est de mise. Excellente semaine sur Métropole. Bonsoir.